là-dessus. Merci les sponsors. Donc ça c'est merci mon sponsor. C'est la petite société pour qui je travaille. Conisant, qui connaît? Personne. Ah, il y a quand même des gens qui connaissent. La plupart du temps, les gens ne le connaissent pas. En Suisse, on a un marketing. Chaque fois que je reviens de conférence, les Anglais, les minces. Petite entreprise, on est 340 000. J'ai 2000 Scrum Masters, 200 coachs agiles. Donc je ne vous rassure pas tous à Zurich. On en a beaucoup en Inde, un peu partout. On est surtout spécialisé dans le digital et on est surtout sur des projets globaux. Hein, quand on a besoin des équipes un peu partout à droite à gauche. Donc voilà, ça c'est Conisant. Alors moi je fais partie d'une unité que j'appelle, ça s'appelle l'Agile Studio. C'est Community of Practice, mais je veux hacker ce truc-là. Parce que je ne crois pas au Community of Practice, ça c'est vraiment l'ancien monde. Je veux vraiment des choses, on veut faire différemment, parce que nous, le problème, une grosse entreprise, on a les deux parties. On a une partie delivery, on a une partie conseil. Si dans la partie delivery est beaucoup plus grosse, la partie delivery, je mets Scrum Master qui dit oh ben, je dis ce que le client veut. Je dis, le client, forcément, il ne sait pas forcément ce que ça veut dire l'agilité. Donc les gens délivrent un petit peu comme des robots. Et à la partie conseil, on est plus sur du côté, on va expliquer comment faire, on va mettre en place des stratégies, on va expliquer ça. Ça, c'est du classique. Le problème, c'est qu'en agile, on est sur les deux mondes. Donc je suis en train de monter l'Agile Studio. Ça, c'est la première ébauche business case, parce que sur les 200 collègues coach agile qu'on a, il y en a beaucoup en Europe centrale. En fonction de l'Europe centrale, j'inclus la Suisse, ça ne fonctionne pas un petit peu, ça ne fonctionne pas comme les États-Unis, ça ne fonctionne pas comme l'Inde. On a d'autres demandes. Nous, ici, on travaille beaucoup avec Roche. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais PMO, Programme Director, chez Glencore. Qui connaît Glencore? Juste à ça du diable. Hein? Glencore, on s'occupe des mines, de l'extraction de matières premières monde entier, même si le siège d'Azou, les équipes étaient en Afrique du Sud, en Australie, au Pérou, au Chili, Canada, côte ouest, côte est, Inde, un peu partout, également aux États-Unis. Grosso modo, mes équipes, on a 7 time zones. Et c'est comme ça que je travaille à peu près depuis 8 ans, pas que chez eux, avec d'autres que les petites entreprises, Suisse Re aussi. IN Group, moins connu, Imprimé National, ça a été géré de la Suisse, sur les passeports français délivrés pour les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et avant, on travaillait sur des petites transformations, petites start-up, SAP, c'est quelque chose. Donc, grosso modo, moi je suis un peu connu dans la communauté agile, dans un microcosme, il y a une grosse merde, c'est pour moi. Je prends que les trucs impossibles parce que mon objectif de vie, c'est de savoir c'est quoi la limite de l'agilité. Et je pousse les limites le plus loin possible. Ce que je fais principalement, je vais l'expliquer un petit peu sur le prochain slide. Ça, c'est un petit peu une grosse maladie. On va parler d'agilité. Moi, je pars du principe que l'agilité, c'est de soumettre notre faster. L'agilité, c'est aller. Ça, c'est le leitmotiv, c'est notre vision, c'est la vision du studio. On va être le plus rapidement testé, avoir des feedbacks, et pas uniquement dans le technique. Donc on fait beaucoup de métiers, on fait beaucoup de crossover, parce que l'agilité pour nous, pour moi en l'occurrence, c'est comment on travaille. C'est pas ce qu'on fait, c'est comment on travaille. J'essaie de chercher les dernières conférences, j'ai fait l'agile tour depuis longtemps. J'ai fait un agile tour, je crois que c'était en Tunisie, au Maroc, où les gens me disaient, Monsieur Pierre, qu'est-ce qui vient après l'agilité? Je dis, je ne sais pas, il faut d'abord qu'on définisse les limites de l'agilité. Et j'essaie de définir la limite de l'agilité. Et l'agile, donc on l'appelle A majuscule, pas A minuscule, un nom. L'agile est ce qu'on appelle la dynamique d'un système. C'est qu'on crée un système qui est agile et comment les gens interagissent ensemble et ce qu'on peut appeler agile. Donc je fais bien sûr, vous avez compris, je fais la recherche sur les systèmes, le comportement des systèmes d'agilité comportementale. Ouais, un scientifique, je vous rassure, je suis beaucoup plus con que ça. Aujourd'hui, je me suis mis un peu à risque. Je vais vous parler de quelque chose que je n'ai pas encore complètement digéré. J'ai organisé pour DevOps. Parce qu'on me fait venir comme expert sur des RFP, donc des appels d'offres. J'ai plein de demandes, tout le monde veut dire on veut faire du DevOps.
Et très souvent, j'ai les hauts le cœur. Parce qu'une fois, il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais à l'Agitour à Bruxelles, j'ai discuté avec un copain qui s'appelle Pascal Dubois, qui est un des pères fondateurs du DevOps, qui explique-moi ce que c'est. Et après, très rapidement, j'ai dit « Ah, c'est ça, c'est logique, ça fait du sens. » Ce que je vois aujourd'hui, c'est plus trop ça. Ma petite question pour vous rapidement, c'est quoi DevOps? Allez-y. You build it, you run it. You build it, you run it. Ouais, on peut dire ça, quoi d'autre? Automatisation. Ouais, non, c'est pas faux, quoi d'autre? Allez, je me moquerai de toute façon. Pas d'idée? Qui n'a jamais entendu parler de DevOps? Responsabilisation des équipes aussi. Comment? Responsabilisation des équipes. Ça rejoint un petit peu en manque avant. Ouais. Ouais. Ah, je vais vous faire simple, je ne vais pas vous laisser transcrire trop longtemps, parce que la présentation est assez longue. Pour moi, DevOps, dans mon esprit, DevOps, c'est la façon qu'on a de tester le niveau d'agilité qu'on a. Si DevOps ne marche pas, mon agile n'est pas agile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les choses, on va parler de organiser. Il y a une théorie que je suis, qui a été développée au Watermans il y a une vingtaine d'années, quand ils ont designé pour McKinsey les principes de transformation, on parle du postulat que la structure, ce n'est pas l'organisation. Une structure, c'est mon organigramme, moi, ma position dans une entreprise. Et au sein de Cognizant, je suis senior manager. Et au sein de l'organisation, c'est mes projets, c'est le studio agile, c'est mes communautés, c'est mes clients, c'est là où je crée la valeur. C'est autre chose que la structure. Donc, dans ma structure, je suis senior manager, bientôt associé directeur, parce qu'il faut que je gagne plus. Mais dans l'organisation, je suis coach agile. Deux choses différentes. Et bien mettre la différence. On se rend compte qu'on va faire on veut, dans une structure, on veut monter en hiérarchie, comme chef de secteur au gouvernement, on veut monter, mais ce n'est pas là où je crée la valeur, je crée la valeur dans l'organisation. Dans mes équipes, on peut appeler ça projet, c'est une façon d'organiser. Deux choses différentes. Quand je vais parler d'organiser pour DevOps, je vais m'intéresser sur comment on s'organise, pas quelle est ma structure. On est d'accord? Je ne vais pas perdre personne au passage. Ensuite, on va parler de DevOps. Donc, tout ce qui est DevOps, DevSecOps, DevSecOps, et tous les autres acronymes qu'on se rajoute, parce qu'on a un marketing qui est d'enfer, qui fait des trucs super sympas. Parce qu'avant, on faisait ça chez McDonald's, maintenant on fait ça chez nous. En fin de compte, on ne sait pas de quoi on parle. DevOps, Development Operations. Quand j'ai travaillé dans une petite start-up qui s'appelait SAP, on fait du DevOps, et du fait quoi? Ah ben nous, c'est Build and Run. Build and Run, construction, support. Je dis ça, c'est pas du DevOps, c'est ce qu'on appelle une équipe agile. Tu fais, tu supportes. Ops, à l'époque, Ops, c'était les 6 admins, administrateurs système. L'objectif, quand mes clients me demandent, on veut mettre du DevOps, je dis très bien, vous faites très bien. Je dis ouais, les équipes délivrent toutes les 10 millisecondes et on teste en production. Je fais une pause, en face j'ai plein de gens qui tombent. Comme ça, comment vous faites? Je dis, mais ça c'est l'objectif. Est-ce que vous voulez aussi moins? Souvent je suis très critique sur les équipes françaises, mais je pense qu'une des plus jolies équipes DevOps que j'ai pu voir, c'était des équipes en France. C'était chez lesfurets.com, ça me dit quelque chose. Et ils ont pu démarrer from scratch. Donc maintenant, je ne sais plus trop ce qu'ils font. Mais à l'époque, avec Dimitri Bailly qui s'occupait de ça, ils ont pu démarrer vraiment l'environnement parfait. Et les équipes, ils expliquaient, nous on livre à peu près 40 jours par jour. Donc ils délivrent beaucoup. Les tests, c'est en prod. Et c'est-à-dire que le métier, quand ils viennent chez nous, ils savent qu'on va aspirer le travail. Donc le travail est en amont, préparé d'avance de manière beaucoup plus claire, parce qu'ils savent très bien que les équipes vont être hyper réactives. Donc j'ai dit, vous allez créer un écosystème qui va permettre un comportement complètement différent, parce que votre écosystème fonctionne comme ça. Mon esprit tortueux, qui va réfléchir comme ça, on a un point de vue comportemental, et effectivement, il disait, mais on fait encore des releases. Encore des releases? Mais vous livrez tout le temps, on the go. Je dis, release, c'est le jour où le programme manager vient chez nous, une fois par mois, se met assis devant l'ordinateur, ouvre Jira et il clôt les tickets.
Ça, j'adore Aurélie, c'est très joli. Et en fin de compte, on va pas. Quand on livre DevOps, on livre comme ça, c'est ce qu'on va rechercher. On veut arriver à livrer plus rapidement, c'est-à-dire qu'on a mis un système automatisé. On va parler de CI/CD, en choses techniques. Pour arriver à CI/CD, il faut créer, il faut faire des tests first, il faut l'automatisation des tests, il faut plein de choses. Donc on va dire, je viens avec une box, je vais t'installer DevOps. Ouais, très chouette. Mais le problème, c'est quand on va chez DevOps, quand on a des appels d'offres, le client veut ça. Bon, moi, je vais avec ma pile de questions, je n'ai jamais de réponse. Parce qu'il dit, ouais, mais moi, je veux du Azure DevOps. Je veux ça, on veut. Il y a une incompréhension. Là, je reviens juste aux racines. Et c'est quoi les implications que si vous mettez en place un DevOps? Parce que mes équipes, par exemple, je fais du DevOps avec du Tosca. Ça vous dit quelque chose, Tosca? Automatisant les tests SAP. Donc des choses, mais vraiment quand je dis je fais du pourri. Hein, donc les trucs où on y arrive à des choses comme ça. J'ai mes collègues qui vendent du DevOps, on vend une équipe en Inde qui fait du DevOps pour vous à l'extérieur. C'est sympa, vous allez consommer, vous êtes à Genève, vous envoyez, j'envoie mes tests. Pourquoi ils ne viennent pas aussi vite? Et vous attendez une semaine, vous avez le retour de test. Ou alors vous avez une organisation, ce qu'on appelle Follow the Sun, vous développez à Genève, vous finissez la journée, les tests tournent au Canada, ou tournent au Japon, ou en Chine, la nuit, le matin vous arrivez, vous avez dit des tests qui sont finis, vous pouvez corriger le tir. La réactivité, ça c'est un type d'organisation. Mais c'est toujours pas DevOps. DevOps c'est 10 millisecondes. 10 millisecondes, c'est à peu près ce que Amazon livre. Spotify, quand on parle du modèle Spotify, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas les chapters, les machins. On a changé l'architecture permettant à chaque équipe de livrer la chose quand elle est terminée, sans casser l'ensemble des choses, parce qu'avant on faisait un build complet de la page ou du système. Là, on a la possibilité de changer un module après l'autre. Ça, pour moi, le vrai modèle Spotify. Je ne suis pas technicien, mais je trouve ça, c'est intelligent. Et la conversation qu'on a avec le métier ou avec le client est beaucoup plus performante et percutante. L'idée, c'est comment je peux transposer cette idée-là sur l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez vu ma magnifique vidéo d'introduction. Personne? Je suis désolé, hein, c'était pourri. Mais souvent, en parlant de raisonnement, on va parler de 3 éléments. Je me base sur Aristote, parce que 1, ça fait très intelligent. 2, en fin de compte, il était plus intelligent que moi, parce qu'il explique les choses clairement. Il explique qu'il y a 3 niveaux de sagesse. Sagesse de faire, qu'on appelle la poésis. La sagesse du métier, de la méthodologie, qui est techné, et la sagesse de quoi faire à quel moment, ce qu'on appelle kairos. Quand je forme des coachs agiles, ou que je forme des leaders, enfin quand je donne juste une formation coach agile, ça s'appelle leader, c'est la même chose, c'est pour savoir quoi faire à quel moment. Ça, c'est la sagesse ultime. Et la sagesse de faire, c'est ça. Souvenir, c'est dire, je fais des choses au plus vite possible, mais il faut que je puisse prendre une décision rapidement, que je sache où est-ce qu'on va et pourquoi on le fait, de sorte que ça marche. Et ça, c'est juste les outils que j'ai besoin pour y arriver. La réalité, c'est quoi? C'est que ça. On va parler que d'outils. Ça ne nous résout pas nos problèmes. Nous, ce qu'il nous faut, c'est savoir, OK, comment je peux faire? On va parler de craft, de plein de choses. Alex qui a parlé 5 minutes de craft. C'est pas mal. Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est quoi, quelle stratégie dans quel contexte. C'est souvent pourquoi on va avoir des retours de type. Est-ce que c'est une bonne idée, peut-être que je peux la transposer, ou cette idée va amener une autre idée que je pourrais expérimenter chez moi. Donc, si je prends ça, le problème, c'est bien sûr, comme je disais, c'est qu'on s'intéresse beaucoup trop aux outils. Donc, nous, on est contents, hein. Nous, j'ai tout un élément, nous, on fait plein de business, on fait plein d'argent avec ça, parce que le client veut que des outils, nous, on propose des gens qui sont payés pas très cher, qui mettent en place des outils. Est-ce que les gens savent quoi faire? Ce sont des robots qui parlent. Est-ce qu'en termes de kairos, ça fait du sens? Non. Et le client, il veut ça, il veut ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, je tiens à former, je forme mes collègues. Ça, c'est un boulot. C'est pour ça le ventre, les cheveux blancs. C'est pas fun. Et à un moment donné, je passe le message ici pour que vous, clients, ou le client pour qui vous travaillez, et qui commence quand il dit je veux faire du DevOps, qu'il sache qu'est-ce qu'il y a derrière,
et ce n'est pas des outils. Il y a beaucoup plus derrière. Donc en fin de compte, moi je suis un peu fatigué par les gens qui disent bah, DevOps, c'est Azure DevOps. Ça c'est malheureusement du réel. Hein. Je dis DevOps, c'est build and run, on fait du DevOps. Donc build and run, comme j'expliquais tout à l'heure, bah, c'est juste ce que fait l'équipe agile. J'ai une DevOps team, j'ai une équipe team. J'ai dit non, j'étais un DevOps dans mon équipe, où mon équipe fait du DevOps, mais je n'ai pas une équipe DevOps qui n'est pas dédiée, parce qu'une équipe ne fait pas que ça. Moi, dans mes équipes, j'ai du métier, une équipe ne fait presque même plus d'active. Parce que j'ai du marketing, du métier dans l'équipe et des développeurs, des machins. J'ai un gars qui fait un peu de DevOps, des testeurs, des intégrateurs. Et ou alors j'ai des phases DevOps. Après ma phase d'analyse, tu rigoles, mais moi je regarde les trucs, tu dis t'as peur quoi. Et t'habilles juste, c'est juste une catastrophe. Et là, donc aujourd'hui je vais essayer d'expliquer. Ça c'est pour moi. Bon, j'ai quand même quelques niveaux de certification en Agile. J'ai travaillé sur à peu près dans les 200 projets Agile ces dernières 16-17 ans. Et ça, c'est mes titres officiels. J'écris des livres. J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Mike Biddle. Ça vous dit quelque chose? Non? Il a écrit un livre avec quelqu'un qui s'appelle Ken Schopper, ça s'appelle Scrum. Et il a signé un truc qui s'appelle l'Agile Manifesto. Et c'est lui qui a porté le mot Agile Manifesto, parce qu'il a volé à Agile Manufacturing. Et Agile Manufacturing, ils ont volé l'idée à ce livre-là, qui est le premier livre en mentionnant le terme Agile. Oh, oh. Je veux prendre note, papa. Un petit cours d'histoire, c'est ça? Ouais, non, on va s'arrêter là. Je dis que j'ai l'air intelligent, je ne le suis pas. Ok. Bon, par contre, mon raid à machin, pour le côté, pour ceux qui me disent, normalement, j'ai les équipes, en Allemagne, ils avaient tous entre 1 et 2 doctorats dans mon équipe, et mais quand on t'écoute à toi, t'as pas de doctorat. Je dis, mais j'ai fait une petite université aux États-Unis, ça va? MIT, ça vous gueule? C'est juste pour le. Après, la réalité, c'est pourri, c'est plus pourri que ça. J'ai une tête de hijacker, ouais, complètement. Je le revendique. Objectif de cette présentation, on va y aller. Ligne directrice crée de la cohérence. Juste qu'on va voir si on est d'accord sur ce qu'on dit. Ma vision, c'est très simple. L'objectif clé, c'est quand je vais dire on est agile, comme on disait en Tunisie, monsieur Pierre, c'est quoi l'agile à la fin? Il dit, c'est pas Inch'Allah, c'est quelque chose de plus concret. C'est à la fin, mon organisation agile ressemble à une plateforme où il y a de la collaboration. J'avais créé l'an passé, j'avais expliqué 12 phases pour y arriver à cette phase-là. À la fin, une plateforme de collaboration, c'est un petit peu comme Airbnb. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, on fait des transactions, on a des projets dedans, on a du support, des gens qui vont s'occuper de la plateforme Airbnb et direction Airbnb qui définit les règles du jeu. Une entreprise agile au bout va ressembler à ça. Donc on a les équipes qui font des projets, des swarms, ce sont des projets de 2 semaines ou 1 semaine. Donc tout le modèle est là-dessus. On voit très bien, l'accent est fait sur le faire. En haut, il y a la tête des gens qui réfléchissent au kéros, mais il y a du kéros dans chaque équipe aussi. Mais il y a très peu d'outils. On a les gens au milieu, des experts qui sont au milieu, qui s'occupent d'outils. Leur objectif, c'est d'aider, d'apporter les outils aux équipes qui créent de la valeur, parce que la valeur est créée là. Elle n'est pas faite en haut. En haut, on appelle ça le plexus. La valeur est dans les équipes. Parce que c'est l'équipe qui génère le truc. Vous n'êtes pas des esclaves modernes. Vous êtes ceux qui créent de la valeur. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de cash. Voilà. Et pour la Suisse, on va travailler sur les besoins. Pas force. Et d'abord les besoins, ensuite les exigences. Pour une raison très évidente, ça ne sert à rien d'être en ruine, en banqueroute, mais je suis comme pareil. Je préfère payer une amende et être relativement bonne santé. Donc on a un côté un petit peu contre nature en Europe, plutôt américain. Le côté apporte la valeur, mais c'est la valeur en premier, on livre d'avoir ça, et en deuxième les exigences. Ça c'est la plateforme, ça c'est le monde idéal, c'est tout marche bien en mer du monde, mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Avant ça, il y a autre chose. La réalité est un petit peu différente. J'aurais pu vous parler de ça, mais je ne le fais pas.
Ça, c'est pour réveiller la frustration en vous. Mais j'ai plutôt, je vais vous parler de ça. Développement, opération, en fin de compte, le business et le client. Souvent, on parle qu'une façon de travailler agile, c'est de. Pour moi, c'est très terre à terre. On va mettre travailler les gens qui font avec les gens qui ont besoin. Ici, par exemple, le business et le client, les mettre ensemble. Et réduire la distance entre eux. Le business, ce sont ceux qui vont gérer, qui vont apporter les moyens. Et souvent, même dans les devs, je fais le business et dev ensemble, c'est que les devs, ils doivent savoir pour qui ils travaillent. Si tu travailles pour le chef de projet qui reçoit ça, des services commerciaux qui reçoit ça, à un moment donné, tu ne sais pas pour qui tu travailles en mode robot. Si par contre, tu sais que tu travailles pour, alors ici, Suisse allemande, Urs, ou Beat, ou Hans, tu vas le savoir, c'est plus intéressant de savoir, je travaille pour lui, je le comprends, c'est un peu difficile parce qu'il y a de la Suisse alémanique, mais au bout de 5 minutes, c'est bon, on est tous des montagnards, on se comprend très bien, voilà ce qu'il veut, et on sait très bien, on s'aligne, on voit où on avance. Mon niveau de motivation monte, je ne travaille plus pour un truc, mon client, ce n'est pas le prestataire, je suis conseiller consultant, connaissant mon prestataire, mon client, ce n'est pas l'État de Genève, mon client, c'est le client de l'État de Genève. Et là, du coup, notre relation va changer. Il faut que que j'ai cette coordination, cet alignement. Donc, si je mets des phases entre les deux, je vais perdre du lest, je vais perdre la dynamique. En fin de compte, j'ai quand même beaucoup de phases. Donc, pour DevOps, c'est une équipe qui s'occupe de tout ça, qui va s'occuper du business, du dev, du testing, de l'intégration, de l'administration système et du client. Les meilleures équipes, dans les daily, j'avais les clients et le business dans les daily. Avec une ambiance, et c'était le daily de l'équipe. La personne qui spoilait. Vous avez une ambiance incroyable. Vous ne sentiez même pas quitter le client. Vous sentiez que des gens qui travaillaient ensemble, et c'était juste excitant. C'était le moment où tout était content. On a une règle, on faisait la blague pourrie du jour. Il y avait un concours de blagues pourries. J'étais son bon départ. Et après, les gens y arrivaient bien. Les mamans, quand les enfants en bas âge, sont très bons parce qu'ils connaissent les blagues 40 barres, des choses comme ça. Il faut que ce soit bien pourri pour qu'on ait ce côté de détente et on est ensemble et qu'on travaille vraiment à l'essentiel et pas sur la forme et sur le fond. En fin de compte, je veux ça. Bon. Le côté d'amélioration, on s'en fait tout. Ça, c'est la marmotte, Ricola, bien sûr, pour les Suisses. Hein. Donc, on est dessus. C'est pas celle qui pas la Milka, l'ancienne, c'est vraiment la nouvelle. On se dit vraiment, il faut quand même faire un constat. Le constat, c'est pas se pointer du doigt et dire « Ah, tu peux faire mieux ». On peut toujours faire mieux, c'est clair. Mais il faut quand même rester à l'évidence, se dire « Voilà, on peut faire mieux et il y a un truc qui ne va pas très bien. Comment on peut faire ?» Et c'est à ce moment-là, ça fait un peu mal. C'est pour ça qu'on est coach, on n'est pas consultant. On ne va pas dire, comme ma mère, je t'avais dit qu'il fallait faire mieux. Non, on dit « Bon, on a fait, comment on va corriger le tir pour arriver à quelque chose qui sera mieux ?» La réalité, c'est ça. C'est que si on se concentre, la réalité, c'est qu'on a quand même beaucoup plus des processus et des outils que des individus et des interactions. On a beaucoup plus de documentation. J'ai eu de l'audit sur des équipes pareilles. C'était des Anglais. Ils ont audité les papiers, les documentations de départ. Ils n'ont même pas commencé à faire. Ils avaient déjà fait de l'audit, ça ne marche pas. Je rester poli. Je sortais de la voiture, j'ai vraiment ingéré le monde entier à ma voiture. On va parler de négociation contractuelle, de collaboration client. J'étais avec des équipes métiers, on gérait des prestataires. Il y en a un qui m'a exaspéré parce que le prestataire n'était pas en mode agile. Il faisait pour tout un change request, un contrat pour tout. Le premier mois, je devenais fou. Je dis, il faut qu'on change la façon de travailler. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. C'était un défaut de ma part, parce que j'étais trop gâté en mode agile. On se rend compte que ce n'est pas toujours du côté qu'on pense, ça peut être de partout. Là, le côté de négociation, les change requests, basculer, travailler, faites le plus simple. Le contrat ayant faux, faites un contrat cadre, il faut que j'accélère. Un contrat cadre pour vraiment qu'on sache où on va, ça c'est super important, parce que l'important c'est la collaboration et qu'on dit quelque chose. Dans votre tête, je suis un paysan, je descends de la montagne, je te donne 1 franc aujourd'hui, je te laisse faire pendant une semaine en sprint, je reviens, tu as fait quoi avec ton franc? J'ai fait une analyse, c'est très gentil, rends-moi mon franc, je ne vois rien de concret pour moi. C'est terre à terre.
On n'a pas de réponse au changement, on veut sur un plan. C'est que maintenant, on veut faire ce qu'on appelle agility, en anglais, j'appelle agile entertainment, où on reste comme on ne change pas, on rajoute une couche dessus, et on dit qu'on fait de l'agile, on appelle ça safe. Je suis l'expert safe de la maison, je peux vous dire que ça fait toujours dur. Parce que le client va dire je veux du safe, et je vais dire c'est quoi ton problème? Le problème, c'est jamais de l'agile, c'est toujours pour autre chose. Voilà. Donc ici, vous allez avoir ça, les détails, ça je vous garde que si vous voulez télécharger la présentation. C'est savoir où se crée la valeur. Voilà, on a beaucoup de projets où au départ, le client a dépensé plein d'argent. Au bout de 6 mois, là je parle de projet, pas que la phase de développement, déjà de la phase d'analyse, de création, jusqu'à la fin, tous les cycles. On se rend compte qu'il y a déjà à peu près 80% ou 80% du budget qui est consommé dès le départ. Il n'y a plus de budget à la fin pour le développement, il n'y a quasiment plus de budget pour le testing. Alors pour le demander, c'est pas la peine, il faut le redemander avant. D'accord? Ça, c'est un grand classique, ça arrive tout le temps. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il ne faut pas faire. Les enfants, ils sont têtus. Hein. On est sur des modèles, j'accélère un petit peu. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est ici. Là, c'est typiquement un modèle SAP. Mais vous prenez n'importe quel autre modèle, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai des modèles qui travaillent sur SAP. On est arrivé là-dessus. Pierre, c'est bon. On va arriver en phase test, on arrête l'agilité. Je dis, t'oublies. C'est pas là que tu en auras besoin parce que ça va exploser en tous les sens. Non, 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 non. On a développé 6 mois et la planification, c'est 2 mois. Je dis, t'oublies. J'ai bien raison. C'est passé à 6 mois. Et donc, je dis, ah ben, pour le test, c'est fini, là. Je serai jusqu'à la fin, au déploiement. Parce que là, on se rend compte qu'il faut revenir en arrière. Le problème, c'est ce qu'on oublie à chaque fois, c'est que quand je fais comme ça, quand ça coince, je reviens en arrière. Et qui est le savoir? Ben, l'équipe d'avant. Quand vous êtes dans une analyse, ces gars-là, qui vont coûter très cher, les analyses d'experts, la connaissance de d'autres projets, ils ne sont plus là. Et le savoir, vous ne l'avez pas. Oui, qui ne marche pas dès le départ. C'est le grandiose modèle de Winston Royce, qui expliquait dans les années 70 que déjà, ça ne marchait pas. Et on continue de le faire. Mais on dit, ah ben moi je suis agile ici. Et après, j'ai des testeurs agiles, je suis agile là. Et après, je suis agile là. Je dis, mais c'est pas agile. Nous, le truc, c'est beaucoup plus compliqué. En termes d'organisation, vous avez ça organisé chez Waterfall. Là, je vais vous montrer les trucs. Là, je vous la passe vite parce que j'ai plus de temps. Vous faites déjà des gros yeux. 4 minutes. 5 heures. 5 heures, ça me va. Ok, grosso modo, c'est là on gagne de l'argent, mais ça, vous le verrez. Ça s'explique tout seul. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fin de compte, il faut tourner le truc. Les outils, on s'en fout. Vous voyez les outils à droite, on s'en fout. Ce sont des choses, qui coûtent beaucoup moins cher maintenant qu'il y a 20 ans. Chercher les outils qui coûtent peu cher. Le plus important, c'est la conversation et la réflexion en commun, ensemble. L'interaction entre les gens. Ça ne veut pas dire que tu dois changer ta culture pour devenir une culture agile. Tu es qui tu es. Ce n'est pas grave si toi, tu n'es pas agile. L'intérêt important, c'est que nous interagissons de manière agile ensemble. Et c'est ça qui est important. Travailler, c'est pragmatique. J'ai un truc qui marche, je ne sais pas encore comment, mais ça marche. Une fois que ça marche, à ce moment-là, je documente pour savoir comment ça fonctionne. La collaboration avec le client me donne des feedbacks, il dit « Ah ouais, c'est bien, mais tu peux me le faire en vert ?» Ok, et on te corrige. Et comme on avance avec le client main dans la main, ça change tout. C'est-à-dire que mes sprint reviews, ce n'est pas le moment où je fais le démo, j'ai travaillé dur sur ce sprint, où le client n'est pas là, ce n'est pas une review. Une revue, c'est le client, c'est un UAT avec le client, fait toutes les semaines, fait tous les mois, non pas tous les mois, toutes les 2 semaines, pour qu'on ait un retour rapide, pour que vos équipes sachent pour qui travaillent. Donc là, vous avez compris la logique. Donc du coup, on arrive à ça beaucoup, beaucoup mieux. On a plutôt, mais le côté qui change, c'est ça. On est sur la parallélisation des activités. C'est-à-dire que si j'intègre ça, si ça fonctionne, si je ne l'ai pas en DevOps, ça ne va pas le faire. Quand on travaille de potentially shippable increment of working software, donc on est un truc en ligne qui est potentiellement réalisable. Pas dans un environnement de test, non, potentiellement en prod. Donc si je fais au départ, déjà qu'on n'y arrive pas, 1 ou 2 semaines, parce que pour
les raisons de sécurité, tout ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à faire du DevOps. Parce que DevOps, ça veut dire je fais ça, tous les 10 millisecondes. Donc il faut que j'automatise. Il faut que mon équipe qui le fasse comprenne ce qui se passe, parce qu'ils ont des écrans de contrôle, que si ça bloque, n'importe qui dans l'équipe peut corriger le tir. Et on sait où regarder. Donc on est sur la parallélisation. Et là-dessus, normalement, on va dire, ah, c'est pas possible. Ah si, ça marche. Ça marche bien. C'est pas au départ. Au départ, on fait comme ça. On va peut-être pouvoir faire dans un environnement de pré-prod. Mais l'objectif, c'est que si je veux faire un DevOps, c'est que je fais ça. Et que quand je suis en run, je suis en prod. À chaque fois. À chaque cycle. Au début, c'est à chaque sprint, toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines, jusqu'à ce qu'on arrive à tous les jours. Vous voyez très bien que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. C'est un travail parce qu'il faut comprendre. La plupart du temps, on gère les angoisses. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'angoisse. Parce que tout le monde est dedans. Donc, une petite organisation en DevOps, ça se fait 35 minutes. Si vous le faites partir avec quelqu'un de l'extérieur, c'est pas mal, c'est un bon début. Mais ce n'est pas vers quoi il faut aller. Il faut savoir que j'ai un objectif de fin. À la fin, c'est ça. Après, comment j'y arrive? Le temps que faites-le à votre rythme, parce qu'il faut que vous l'assimiliez. Parce que si vous le faites, parce que Pierre l'a dit, ne le faites pas. Il faut comprendre que si vous le faites, faites-le bien, et vous allez apporter de la valeur incroyable. Ça va être très bien. Ensuite, il faut savoir que le cycle de vie d'un produit est passé de 5 ans à 1 an, 6 mois. Que tu veux faire du DevOps sur un produit digital, c'est très bien, tu le dis dès le départ, parce que le cycle de vie d'un produit digital, c'est 3 mois. Donc si vous faites 6 mois d'analyse pour un produit qui a un cycle de vie de 3 mois, il faut faire comme ça. Ça ne marche pas autrement. Ok. À la fin, on peut arriver à des choses comme ça. Je vous skip tout ça pour avoir la conversation, parce que 3 minutes, c'est pas assez ça. Donc, le monde idéal, mon équipe fonctionne comme une start-up. Elle est indépendante, et mon équipe, j'ai un product owner qui est un membre d'équipe qui est juste fonctionnel. J'ai un Scrum Master qui permet de coordonner, et j'ai mon équipe qui fonctionne. La règle de base, maman, papa et les enfants. Ça, c'est une équipe. Mon équipe, elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle travaille directement avec le client, elle crée de la valeur, et après la valeur qui est créée, je retransmets. Un très joli cas qui est sorti de la presse à Montréal, qui font ça, en interne, c'est très intéressant. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans la finance, digital finance, où chaque équipe devient indépendante, et les gars disent, je suis un intrapreneur, tu es un intrapreneur. Donc on a une fintech interne, donc on va utiliser le principe, avant on les prenait, on les intégrait dans les banques, maintenant on parle du principe que les équipes fonctionnent comme des individus individuels. De sorte qu'ils peuvent se déplacer ou pas. Donc on s'assure que chacun crée de la valeur. Ça, c'est mon idéal. Si c'est trop compliqué, il y a ça. Moi, je suis ravi, ça nous fait du business, donc Conisant, on est très bon pour ça. On vous apporte des équipes DevOps avec l'environnement DevOps, vous le concevez. Et vous avez le droit de vous plaindre, vous dites, ouais, c'est pas assez rapide, c'est pas assez bon. Donc on peut faire l'enfant gâté, ça marche très bien, on est d'accord, quand vous payez, c'est bon. Mais c'est end-to-end, donc vous voyez le côté end-to-end. Mais après, c'est quand les gens disent, ouais, mais nous on fait du DevOps, on va dire beaucoup plus là-dessus. En clair, mon équipe business est à Genève, mon équipe de dev est en Inde, ou par ici. C'est ou Grenoble ou le Portugal. Mais mes DevOps, mes équipes DevOps sont en Inde ou en Chine. Ou si dans l'autre, ça peut être le Mexique ou le Chili. C'est pas top. Mais c'est réel parce que ça, c'est une approche par des coûts. Ça coûte moins cher. Puisque le directeur financier a pris de la promotion, et on peut vraiment faire le vrai boulot, et ça ne marche pas. Ou alors, qui est très proche de la réalité aussi, c'est là, on est là. Bon, là, c'est simple. Ici, c'est la ségrégation. Et comme vous aimez le contrôle, ce n'est pas les mêmes prestataires. D'accord? Parce que c'est bien contrôlé. Et vous jouez là, prestataire l'un contre l'autre, donc c'est possible de faire un peu ici. Ici, on va prendre des gens intelligents, McKinsey, on va prendre BCG. Là, on va prendre le développement, on va prendre un Capgemini, Conisant ou Accenture. Test Team, on peut prendre du Conisant, mais on va prendre du Mahindra, du Tata. Et DevOps Team, bon, et ça prend un peu de sous, on prendra les autres. Mais l'avantage ici, le cycle là, vous voyez très bien, c'est logique. Ça prend du temps, c'est fou, vous voyez d'emblée dès le départ que ça ne marche pas.
Même si l'intention est bonne, je vais sécuriser, machin, chose comme ça, on sait que ça ne marche pas. Malheureusement, ça, c'est la réalité. Donc, si je veux arriver à quelque chose qui marche très bien, à la phase, c'est ça comme ça, vous êtes là, ramenez ça d'abord, ça, comme ça. Et quand vous êtes là, ramenez ça comme ça. Et quand vous êtes prêt là, ramenez ça comme ça. Ça fait du sens? Ouais. Ok. C'est à vous de voir, pas de problème. Wrap up. Agile, c'est simple. Je peux avoir un super agiliste dans mon équipe, ça ne rend pas mon équipe agile. Je veux avoir une équipe, un ensemble, la façon de travailler qui est agile, avec une équipe, moi je crée des Adams Family, avec des gens avec 3 cerveaux, 2 têtes, avec des gens complètement bizarres. L'important c'est comment ils interagissent, comment ils fonctionnent ensemble. Parce que je travaille là, j'ai la chance de travailler avec des environnements multiculturels. C'est juste fascinant, et on s'intéresse juste à ce qui nous rend humains. Qu'est-ce qui nous plaît? Et c'est partout pareil. Voilà. Donc c'est ça, c'est surtout ça qui va nous intéresser, le système. Voilà, si vous voulez encore. Ça c'est la preuve que j'ai eue en Suisse. Ça c'est chez moi. Voilà. Si, voilà, vous pouvez acheter un des livres. Je vous remercie. Ça paierait mes frais pour venir. Et le fait que je rentre ce soir peut-être sous la neige. Ça, c'est différentes façons que vous pouvez voir, participer. Je suis un des co-créateurs de P14, qui est un Serious Games Gathering. On a eu quelques-uns en Suisse, mais ça se passe dans le monde entier. C'est complètement auto-organisé depuis quelques années. J'ai un programme pour former des coachs agiles, mais des vrais coachs agiles, beaucoup basés sur l'organisationnel. On a une communauté Agile Praxis que je vais terminer, parce que je pense qu'après Covid, il y aura autre chose. J'ai créé Agile for HR il y a 12 ans. Et l'Org-Dev Framework qui s'appelle AO, qui est le livre, qui est un framework, une méthode qui permet d'aider à penser. La méthode ne vous apportera pas les réponses, mais vous apportera à vous poser les vraies questions pour pouvoir résoudre. Voilà, voilà, c'est moi. Les questions. Pas de questions, je suis ravi. Vous pouvez me contacter dans les questions à vous. Pas de questions? Oh Pierre, c'était formidable, on adore, encore. Comment tu fais? Il est où le QR code pour le feedback? Le feedback se fait à l'extérieur de la salle avec moi. On peut me choper, je suis là jusqu'à ce soir. Vas-y. Dans les entreprises. Alors, on a retrouvé aussi le message de DevOps, c'est de pousser vite en production, avec les missions qu'on a citées, mais je reste titillée par quelque chose. On délivre quand même en demand, il y a quand même un business à préparer à un delivery. Est-ce que quand on parle ça a un deployment, Oui. finalement en production, mais il n'est pas actif encore? Si. Comment on gère du coup le change auprès de notre business? C'est quoi un déploiement qui est inactif en production? Qui n'est pas encore visible à un Donc il n'est pas en production. Non, il est en production mais pas actif. Feature flagging. Oui. Feature flagging. Non. Nous, c'est même pas peur. Mais comment on prépare le business à recevoir ces features? Le business, il est ravi, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème avec le business. Il y aura toujours un problème avec le management, avec sécurité, avec les experts en processus. Tu vas dire, ouais, mais j'étais chez Nestlé avant, c'est pas comme ça qu'on faisait. On s'en fout, maintenant on fait comme ça. On a tous les gens qui vont dire, oh, oui, mais en termes d'exigence, mais par contre, il faut les respecter. C'est un angle, comment on l'aborde, comment on le fait. L'idée, c'est comment je peux arriver, après, c'est par rapport au contexte. Et donc là, on raconte un truc très bien. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent en life science, donc chez Roche, Novartis, tout ça. C'est une horreur. Hein. Tu as des points, je ne sais pas si tu travailles. Non, mais il y a des points, il y a des points de vérification tous les 5 minutes. Il y a des gens qui sont payés que pour ça. Pour arriver là-dedans, là, on fait le. Là, on donne des coups de boule, on hack le truc pour arriver à un truc. Le business, je suis là-dessus. Hein. Eux, ils sont contents, c'est que la feature, elle arrive. C'est la réaction du end user en fait. C'est de ne pas le faire, d'aller pousser des choses, puis c'est plus. Ah ben non, il fait partie de la boucle. Toujours. Le user, il est parti là-dessus. Il passe 100% de l'utilisateur. Un user, il est représenté.
Alors, c'est sûr que sur Amazon, j'avais une fois, on avait 10 millions d'users, on avait comme un benchmark, mais qui représentait un petit peu. Mais tu avais des feedbacks, après tu avais des correctifs, mais tu avais une grosse modo, tu couvrais quand même à 80% des besoins. J'ai jamais. On peut tout le temps pousser Ah en ouais, ouais. production. Ah oui, Quand même en mode A/B testing ou en mode. tu peux, Ouais. quand tu as peur. Nous ici, on est sur on fait du Benji, on saute dans le vide. Non, mais tu sautes pas dans le vide. Puis avec quoi bien sûr, après il y a toutes les techniques DevOps avec du versioning. Tu peux, c'est rien, c'est une manip de 5 minutes, même pas. Tu tombes pas dans une catastrophe. Je suis même pas dans ce worst case là. Même si ça marche, le fait, enfin, faut quand même communiquer sur ces nouveautés et que les gens les retrouvent et comprennent pourquoi il y a ces choses-là. Alors, du coup, tu as un product owner qui fait un boulot de product owner. C'est pas un business analyst déguisé. C'est un product owner. C'est-à-dire que lui, il va parler tout le temps avec les utilisateurs. C'est ça qui va lui intéresser. Il va rester en contact. Certains disent waouh, j'étais en vacances, j'ai pas vu ça. Waouh, déjà, waouh, c'est déjà là. Ah, mais tu peux me le changer. Tu fais des correctifs. Mais on a déjà la solution qui fonctionne. Après, les correctifs, c'est souvent esthétique. Et tu travailles sur des choses petites, bien sûr. Et tu ne vas pas faire un coup, mais même un système ERP avec un core banking, machin, tu démarres par des standards. Par exemple, je prends un système SAP. Bon, là, je vais ennuyer plein de gens. Au début, tu livres sur des standards. Des standards. C'est pas beau, c'est le truc, machin, tu as plus de temps, ça fait le boulot. C'est pas beau, mais ça fait le boulot. Et après, il fait le boulot, il fait de mieux en mieux. Après, il est même compliant. Et à la fin, il est même joli. Mais ça fait le boulot. C'est le côté MVP. Et pourquoi on parle de trucs là? Parce qu'il y a très peu de product owners qui font un vrai boulot de product owner. Le boulot de product owner, c'est vraiment penser à ça. Il n'est pas analyser la valeur. Il doit comprendre la vision, qui est une vision, qu'est-ce qu'on veut faire. Il doit collecter les besoins utilisateurs et utilisateurs, on veut faire ça, c'est une vision, ça t'intéresse, oui. Et si je fais ça, qu'est-ce que tu voudrais avoir dedans? Et l'utilisateur dans le truc, il note sur des post-it. Et ces post-it-là, on appelle ça en tant que, je veux de sorte que, on appelle ça des user stories. Parce que c'est des stories de l'utilisateur. Ce n'est pas des exigences cachées sous la forme de. Tu travailles directement, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et comme ils sont dans la boucle, dès le départ, il n'y a pas de choc. Ce choc peut venir l'équipe. Ouais, mais ils vont demander trop de choses. Non. Ils vont demander les vraies choses. Quand tu changes les cap, j'ai des équipes métiers, on a changé en un mois 5 fois le scope. Pour se caler par rapport aux prestataires qui étaient lents et par rapport aux équipes de sorte qu'elles puissent être prestées parce qu'elles sont sur le projet. Ça marche. Et personne n'a rêvé. Si, moi. Parce que le prestataire n'était pas agile. Et c'est toujours le meilleur signe que moi que je rêve. Tous les autres ont. Ça répond à la question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous n'avez pas perdu votre temps? Vous avez mentionné l'aspect, les contraintes de sécurité, par exemple. Donc, votre expérience, comment on peut, quand on est dans une structure qui est très contrôlante, ou qui a des risques de sécurité ou de protection de données importants? Alors, je préfère, pour être très honnête, je ne préfère pas d'apporter de raisons claires, parce que chaque environnement est complètement différent. Tu peux faire un environnement en pré-prod, et après, pour fixer la sécurité, d'autres préfèrent préparer tester la sécurité en premier. La question qu'il faut se poser, c'est si je pense que sécurité au départ, est-ce que ça ne va pas ralentir la sortie de features ou de solutions pour le client? Donc, grosso modo, souvent, la logique que je vais proposer, c'est on développe d'abord quelque chose et à la fin, c'est sécure. Et souvent, au fil de l'eau, souvent au milieu de projet, j'ai sécurité qui fait partie des stakeholders dès le départ, font partie de la review. Régulièrement, je leur pose la question, tu vois des trucs. J'ai des questions qui vont émerger, des problèmes d'autorisation, des choses comme ça, parce qu'on a des systèmes déjà super sécurisés. Donc, je n'ai pas rajouté la sécurité sur la sécurité. Et à un moment donné, on va dire, est-ce que ça fait du sens? Ça va, bah oui, c'est sensible. Ça va clair, on s'en fout un peu. Et à la fin, on fait une validation sécurité. Et souvent, vers les derniers splits. Et c'est, là, ici, c'est un contexte SAP, système interne, très peu de risques. Ce n'est pas un truc ouvert à tout le monde où je peux avoir des hackers qui viennent partout. Tu vois, c'est
Mais j'avais été chez Euroclear, par exemple, des banques. Ils étaient synchronisés sur 3 serveurs en même temps, où la sécurité dedans, ils étaient beaucoup plus souples que les gens qui étaient DevSecOps. Parce que leur système était designé, l'infrastructure était designée pour les problèmes de sécurité. Voilà. Merci. Autre chose? Non? Juste une question. Ouais. DevOps, fréquence, déploiement continu, intégration continue, ça c'est le principe, je pense que c'est quand même Ouais. compris dans l'équipe. Maintenant, moi je voulais revenir au pourquoi, le besoin. Parce que si il y a besoin pour un site de e-commerce, dans un environnement concurrentiel, d'avoir une nouvelle version qui sort tous les jours, qui est déployée tous les jours et qui est testée par un panel d'utilisateurs avec une user experience, tout ce qu'il y a derrière, c'est pas les mêmes besoins après de déployer des applications métiers et tout, des sites de beaucoup plus lourds, etc. Donc, je pense que on ne peut pas généraliser. Si on a encore du release management, c'est parce que ça ne répond pas simplement aux besoins du programme manager, mais aussi aux besoins du client, quoi, qui n'a pas besoin de changement permanent sur son système d'information, surtout s'il n'est pas sûr de la qualité de chaque niveau. C'est pas sur la qualité, c'est qu'un premier testing. En fait, tu n'as pas sur le DevOps. On va dire que tu as ton testing qui est très bien. Moi, j'ai plutôt eu le cas contraire, où on avait le release, les gens attendaient sur le release. Après, il y avait des bugs en release, parce qu'il y a des problèmes d'environnement, des choses comme ça, où tout n'était plus d'actualité. Les équipes devaient attendre 2 semaines, ou 3 semaines, ou 1 mois pour un feedback. Et après, au bout de 3-4 mois, ils avaient un feedback. J'ai dit, ouais, mais c'est pas ce qu'on voulait. Ils doivent revenir en arrière. Eux, ils sont dans un tunnel, ils avancent à fond. Ils disent, qu'est-ce qu'on a reconnu? Et là, tu cherches dans tes papiers, dans tes codes, mais on faisait quoi? C'était quoi l'idée au départ? C'est plus pour ça l'intérêt du DevOps. Donc tu penses pour ça, c'est pour d'un point de vue comportemental. Et qu'est-ce qui se passe si je fasse un review? Est-ce que les gars sont encore là? Est-ce que les gens savent? Est-ce que c'est bien documenté? Ou alors il faut que je redémarre de tout depuis le début, qui serait une catastrophe. C'est plus ça. C'est pas livré pour livrer. Fini? Bon appétit. Merci.